Mémoire vive. Mémoirevive.tv en direct de Bercy. Alors aujourd'hui, on est là pour la première présentation du bilan du Conseil national du numérique. Quel est l'objet du Conseil national du numérique, Gilles? Alors, le CNN, ça conseille le gouvernement et les élus en général sur la politique en matière de numérique. Donc ça consiste à viser les textes qui nous sont soumis, se saisir d'un certain nombre de causes qui nous semblent mériter d'être mises en évidence, et puis d'une façon générale faire de la pédagogie auprès des élus pour qu'ils comprennent les enjeux du numérique, les élus et puis les agences de l'État. C'était créé à peu près il y a 6 mois. Exactement, c'était créé il y a 6 mois par le président de la République. Et au travers de ces 6 premiers mois d'étape, on a quand même fait pas mal de choses aussi sur ces 3 sujets. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Vous avez été saisi sur un certain nombre de textes? Alors on a été saisi sur plusieurs textes. On s'est intéressé à quelques grandes causes, l'éducation, l'open data, la compétitivité. Et puis on a rencontré un très très grand nombre d'élus pour les sensibiliser au potentiel du numérique. Quel est les angles grand public de ces sujets-là? Parce que c'est pas toujours clair. L'open data, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme usage qui concernerait, je veux dire, les citoyens et les administrés? À l'open data, il faut aller voir par exemple sur le portail de Rennes ou sur celui du département de Saône-et-Loire. On arrive à voir finalement la fréquence des bus qui passent près de chez soi, le nettoyage des trottoirs. On sait si on a des écoles qui sont performantes autour de soi. On arrive à savoir si le dossier qu'on a déposé pour demander un logement social va bientôt être géré ou pas. On sait tout en fait avec l'open data. Donc c'est un peu l'e-administration, on pourrait dire au sens large, c'est-à-dire C'est un complément de l'e-administration. L'e-administration, c'est vraiment la relation avec l'État. Là, c'est l'information qui vient de l'État et des pouvoirs publics. Donc les citoyens pourront avoir accès à de l'information publique beaucoup plus facilement sur des services pratiques, et de l'innovation viendrait des entreprises qui pourraient créer des services et des applications autour de... Exactement. On dit souvent que l'open data, ça permet de renforcer la notion de la relation démocratique qu'on a avec l'État, les pouvoirs publics, en ayant une meilleure compréhension de ce qu'ils font et potentiellement en remettant en cause, en disant qu'on trouve que si on compare par exemple 2 départements entre eux, la façon dont ils gèrent l'argent n'est pas forcément optimale ou la façon dont ils gèrent une politique particulière. Quelles sont les régions françaises qui sont les plus en pointe là-dessus? Moi, j'en cite souvent 2. Je pense que une en particulier qui est Saône-et-Loire, parce qu'elle a été la première à ma connaissance à avoir mis en ligne son budget. Il faut savoir que le budget, c'est particulièrement polémique parce que ça permet à l'opposition de vous taper dessus. Donc vous avez souvent pas vraiment d'intérêt à le faire. Paris, par exemple, s'est opposé à la mise en ligne de son budget justement pour ne pas donner de billes à l'opposition. Donc la Saône-et-Loire. Et puis je crois la première, ça a été Rennes qui a créé un certain nombre d'applications autour de ça. Mais qui n'a pas encore mis en ligne son budget. Oui. Donc c'est aussi vers plus de transparence. Exactement, c'est de la transparence, l'esprit c'est la transparence, ça sert à la réforme de l'État et des collectivités locales, ça sert à créer du potentiel économique et ça sert à rapprocher les citoyens de l'État. Alors le premier qu'on a parlé là, dans le débat présidentiel, c'est Arnaud Montebourg, il a cité l'open data... Oui, alors, tout à fait. C'est le président de la Saône-et-Loire. Ah, d'accord. Donc Ouais. on s'attend à ce que qui d'autre s'y intéresse dans les politiques, parce que c'est un sujet qui reste, j'allais dire, un peu sous-marin pour le moment. Nous, on souhaite que tous les politiques s'en emparent, évidemment, mais je crois que c'est un sujet qui est, encore une fois, pas compris à sa juste valeur, qui est perçu comme un enjeu technique, alors que c'est un enjeu politique. C'est vraiment un enjeu politique et je pense que ça va nous aider à finir de passer de l'ancien régime au nouveau régime. Oui. Et votre travail de fond consiste aussi à sensibiliser les partis politiques, vous le disiez tout à l'heure, dans le cadre de la campagne, sur les questions du numérique? Oui, on pense que c'est important que l'ensemble des acteurs qui participent à la démocratie comprennent, qu'ils soient élus ou dans l'opposition, les enjeux du numérique. Et donc on se tient à leur disposition pour en parler s'ils le souhaitent. Et l'éducation? L'éducation, c'est un grand chantier pour vous, l'éducation, c'est un grand chantier pour un grand pays comme la France qui dépense des grands montants d'argent, comme les 60 milliards qu'on met dans l'éducation, avec une performance qui est toute relative puisque on est très mal classé dans le score PISA. Et pourtant on dépense de l'argent. Donc ce qu'on dit, c'est que le numérique permet de résoudre cette problématique. Ça l'a fait dans de très très nombreux pays. Et pour peu qu'on s'y prenne pas n'importe comment, on arrive à faire des choses qui fonctionnent. Donc une des recommandations qu'on fait, c'est de faire en sorte que les enfants, lorsqu'ils rentrent chez eux, puissent accéder aux cours qu'ils ont eus en classe. Et avec le soutien des professeurs, puissent finalement comprendre le fonctionnement de ces outils pour pouvoir refaire le cours de différentes manières et finalement absorber la matière sur laquelle ils ont buté en classe.
Parce que c'est pas évident pour tous ceux qui sont innovateurs dans leur domaine, notamment dans l'éducation, la culture, tous ces domaines-là, de réussir à transmettre le message, à évangéliser. Est-ce qu'il y a les moyens de soutenir ceux qui font des efforts sur le terrain? Il y en a beaucoup. Oui. Je crois que l'éducation, c'est particulier parce qu'il faut être conscient que les professeurs sont une catégorie qui est particulièrement numérique. Quand on fait des études statistiques, on s'aperçoit qu'ils sont à un niveau, je crois, quelque chose comme 15 points au-dessus de la moyenne de la population, possesseurs d'un accès au débit. Donc on a déjà une très bonne base pour commencer à travailler. Il faut que l'État donne l'impulsion et crée une politique nationale à l'égard de l'e-éducation, ce qui n'est pas encore le cas. Le numérique reste quand même un sujet qui fait un peu peur en France quand on en parle. Qu'on parle dans la culture, je pense aux livres électroniques, à la presse, à l'éducation, on a toujours un peu une position en retrait. Il y a un travail de fond aussi à faire par rapport à ça. Alors oui. Ça nous paraît peut-être évident qu'il ne faut pas en avoir peur, mais... Bon, la France a une particularité, c'est qu'elle a peur du futur, je crois, d'une façon générale, donc elle a peur évidemment du numérique. Mais je crois qu'on a une place toute particulière qui fait qu'on a un très bon enseignement supérieur. On devrait normalement exceller dans le domaine du numérique, et c'est ce qu'on va faire. Et quelles sont les prochaines grandes étapes pour le CNM ? Je crois que les prochaines grandes étapes, ça va être de rendre nos rapports. Oui. Donc c'est un très très gros travail sur lequel on travaille. On est très actifs et en particulier on attend le rapport de l'inspection générale des finances qui devrait avoir une première étape courant novembre. D'accord, merci Gilles. Une question de Sacha. Oui, on a entendu votre position sur le statut un peu des jeunes entreprises innovantes et aussi je dirais, du financement de l'innovation en France. Mais vous avez une position originale, je dirais, sur la fibre, en tant que dites que ce n'est pas la panacée, en tant que, je dirais, pour réduire, par exemple, la fracture numérique. Oui, alors nous, quand on dit que la fibre c'est pas la panacée, on dit la fibre oui mais. C'est-à-dire que si on doit sacrifier les usages au détriment de la fibre, on est contre la fibre. Mais si on met les usages évidemment au même niveau que la fibre, on a un écosystème complet et la fibre nous semble évidemment essentielle au développement de cet écosystème. Vous avez répondu. Merci. Mémoire vive.